Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Tous les jours, les enfants sont victimes de violences et l'actualité très lourde de la semaine dernière nous l'a encore rappelé. Alors, comment mieux protéger nos enfants? On en parlera avec le défenseur des enfants, Éric Delmar. C'est dans quelques instants dans le Grand JT. Deuxième partie de l'émission, on vous parlera du programme Classe Échec, un programme pédagogique et ludique qui permet aux élèves l'apprentissage de ce jeu de plateau. Enfin, ce sera l'heure de la chronique de Loïc Landreau. Il reviendra sur l'histoire de la feuille A4, du format surtout de cette feuille. Pourquoi 21 par 29,7? Il nous expliquera tout. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. L'information principale de ce journal, c'est la mise en place dès cette semaine d'une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire dans tous les collèges de France. Annonce faite par Pape Ndiaye hier, il sera d'ailleurs en visioconférence demain avec près de 14 000 chefs d'établissement, recteurs et inspecteurs de l'éducation nationale sur le sujet. Cette heure de sensibilisation sera l'occasion de rappeler la manière dont l'usage des réseaux sociaux peut accentuer les phénomènes de harcèlement et puis de souligner la responsabilité de chacun. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre. 7000 collèges, 3,4 millions d'élèves sont concernés. Une initiative qui arrive bien trop tard, selon Nora Fraisse, qui est présidente de l'association Marion la main tendue. On l'écoute. C'est étonnant parce que si 80% des établissements du second degré sont inscrits dans le programme phare, cette sensibilisation, ils l'ont déjà eu. Moi, j'invite, s'il m'entend, le ministre à recevoir le comité d'experts. Ça fait 1 an qu'on n'a pas été reçu. J'appelle à l'aide en disant aidez-nous à continuer, allez voir vos élèves, dotez les associations agréées. Et je le dis au nom de plusieurs associations. On s'est parlé hier en disant mais... qu'est-ce qui se passe? Des chefs d'établissement aussi en disant comment on va faire. Donc 1 heure, c'est bien, évidemment, mais c'est pas suffisant. Je pense que la période n'est pas la meilleure. Il y a une urgence absolue, il y a une priorité, mais il n'y a pas de précipitation. À savoir également que des concertations ont été menées depuis vendredi et jusqu'à il y a encore quelques minutes avec les syndicats, les fédérations de parents d'élèves, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que les dirigeants des réseaux sociaux pour lutter contre le harcèlement en ligne. Et face à la situation préoccupante de l'école, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a formulé une proposition qui fait débat depuis vendredi. C'était à Bordeaux au cours d'une réunion publique. Le président du mouvement Horizon veut réorganiser les rythmes scolaires tout au long de l'année et il souhaite particulièrement réduire la durée des vacances d'été pour les maternelles et les primaires. C'est une idée qui faisait déjà partie du programme de Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts à la campagne présidentielle en 2002. Nos confrères de BFM TV et de RMC sont allés à la rencontre d'enfants qui évidemment ne sont pas très emballés par l'idée. Chez les parents, c'est plutôt mitigé. Mais du côté de Claire Lecomte, qui est spécialiste des rythmes scolaires, c'est plutôt pourquoi pas, car pour elle, ces 2 mois de vacances créent des inégalités. Pour les enfants qui ne sont pas aidés par les parents pour avoir tous les jours quelque chose qui leur permet de reprendre ce qu'ils ont appris, la reprise est quand même difficile à la rentrée. Mais pour elle, c'est plutôt le rythme global des vacances scolaires qui est en cause, à savoir 15 jours de congé toutes les 7 semaines en moyenne. Écoutez. Il faut 2 semaines pour resynchroniser nos horloges. Pendant les petites vacances, les enfants vont se coucher plus tard et finalement, c'est arrivé à la fin des 2 semaines qu'ils se sont resynchronisés et ils doivent repartir à l'école. C'est rebelote dans l'autre sens. Et toutes les suggestions d'Édouard Philippe en termes d'éducation seront officiellement révélées à la rentrée de septembre. On en vient à ce recensement inédit sur la présence d'amiante dans les établissements scolaires et la situation est assez préoccupante. C'est une étude réalisée par les équipes de la série Vert de rage qui est diffusée sur France 5. Plus de 20 ans après l'interdiction de l'amiante, des milliers d'écoles primaires et maternelles ont encore cet isolant entre leurs murs, un isolant donc cancérigène. Le problème, c'est que les journalistes de Vert de rage se sont souvent heurtés à un silence pesant de la part des mairies et de l'administration en général. Sur les 15 804 établissements auscultés par l'équipe de la série, plus d'un tiers présentent des traces d'amiante. Pour les autres, les conclusions des diagnostics réalisés ne sont pas rendues publiques. À savoir que le site internet de France Info a mis en place un moteur de recherche pour connaître la situation de l'école de votre ville. On termine avec cette grève nationale des AESH prévue demain.
Un appel à la mobilisation lancé pour dénoncer les recrutements insuffisants, les salaires en deçà du SMIC, le travail partiel subi et la précarité de ces femmes et de ces hommes qui s'occupent donc d'accompagner les enfants handicapés en classe. Le problème, selon les syndicats, c'est que la grève risque de ne pas être très suivie du fait justement de cette précarité. Les AESH qui ne peuvent pas se permettre vraiment de manquer une journée de travail. Dans plusieurs régions, cette journée sera accompagnée de conférences de presse et de témoignages d'AESH pour alerter le grand public sur la précarité de ce métier. Merci beaucoup Loïc. On va en parler vite justement de la situation des AESH en France. Rêvons d'une société idéale où tous les enfants se sentiraient libres et protégés. C'est en tout cas ce que les lois de protection de l'enfance sont censées assurer. On en parle avec Éric Delmar, le défenseur des enfants. C'est tout de suite dans le Grand JT. Bonjour Éric Delmar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes défenseur des enfants. Vous tenez à ce titre précisément. Pour quelles raisons défenseur non pas des droits des enfants mais des enfants? Eh bien c'est important parce que quand vous dites à des enfants, j'étais avec 1400 enfants à Strasbourg la semaine dernière, si vous vous présentez comme défenseur des enfants, tout de suite la question c'est qu'est-ce que vous faites et comment on peut vous saisir, comment vous pouvez nous aider. Si je me présente comme adjoint du défenseur des droits, ce qui est une réalité, les enfants vont dire mais est-ce que les droits c'est aussi pour nous? Est-ce que c'est pas une histoire d'adulte cette affaire-là? Donc c'est défenseur des enfants, vous rentrez tout de suite au cœur du sujet et les enfants savent que vous êtes directement, vous dirigez vers eux tout de suite. Oui, mais c'est important ce que vous dites. Ça veut dire que les enfants n'ont pas encore vraiment conscience des droits qu'ils ont? Et non, ils ont souvent l'impression, à juste titre, qu'ils sont plutôt des objets de droit que des sujets de droit. Et ça, c'est important parce que en 1990, quand François Mitterrand dit je veux que la France soit un des tout premiers pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est justement pour ça. C'est pour dire au fond que les enfants, bien qu'ils n'aient pas le droit de vote, ils deviennent détenteurs de l'ensemble des droits de l'homme dès leur naissance. Mais il rajoute, petit être humain ne veut pas dire petit droit. Et lorsque vous commettez des atteintes aux droits sur les enfants, eh bien c'est tout leur développement aujourd'hui que vous mettez à mal et potentiellement leur avenir. Je dis souvent que la société parfois irait mieux si on s'était mieux occupé de certains adultes quand ils avaient été enfants. Évidemment. L'actualité de la semaine dernière a été particulièrement lourde. Alors on parle de la semaine dernière mais les autres semaines aussi et bien trop souvent. J'aimerais bien sûr qu'on revienne sur ce drame à Annecy, cette attaque au couteau qui a fait 6 blessés dont 4 enfants. En tant que justement défenseur des enfants, j'imagine que l'émotion est particulière pour vous? C'est atroce, c'est atroce à regarder, c'est atroce à expliquer aux enfants. Et pourtant, il faut en parler. Il faut en parler avec les enfants, leur expliquer que ce sont des drames et qu'il faut que c'est aux adultes de les protéger. C'est ignoble et ça montre, je crois, la société de violence dans laquelle on vit. Alors, je crois que c'est important de rappeler comment c'est le rôle des adultes et des institutions de protéger nos enfants. La société de violence dont vous parlez, effectivement, elle est très importante, elle est très manifeste aujourd'hui dans le rapport annuel de la défenseur des droits que vous représentez, Claire Hédon. Entre 2021 et 2022, sachez quand même qu'il y a une augmentation de 20% des saisies évoquant des atteintes justement aux droits de l'enfant. Comment vous expliquez cette montée de violence? Alors en tout cas, je peux on sait que, ce que vous rappelez à juste titre, c'est 26 000 saisines en plus en 2 ans. On pourrait dire que la défenseur des droits, ses adjoints, le défenseur des enfants sont un peu plus connus dans notre société. C'est le cas, mais ça n'explique pas les 26 000. La deuxième chose, c'est que sans doute que les violences ont toujours existé, et je ne dis pas, moi, que c'était mieux hier. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais autant parlé des droits. Nous n'avons jamais parlé autant des violences faites aux enfants. Et si on veut qu'un sujet devienne politique, il faut le rendre public, et c'est ce que vous faites, et c'est ce qu'on fait. Mais je crois que la question des violences faites aux enfants, ces saisines viennent nous rappeler au fond que la violence est plus insupportable aujourd'hui et on ose plus en parler. Et c'est pour ça que je crois que notre société en parle plus. Néanmoins, clairement, les 26 000 saisines en plus sont clairement dues à l'éloignement des services publics et aux difficultés de nos concitoyens à avoir accès aux services publics.
On parle des services publics, c'est très important parce qu'on fête les 30 ans, on a fêté, c'était en 89, je crois, la Convention des droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc on a fêté les 30 ans là. Lorsqu'on parle de violences faites aux enfants, évidemment, cela touche toutes les institutions, tous les ministères, finalement l'ensemble de la société. La loi de 2016, il y avait plusieurs lois sur la protection de l'enfance, la loi de 2016 devait décloisonner justement tout ça pour que tous les ministères se mettent ensemble pour lutter pour cette cause. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Je dirais que on se rappelle tous effectivement de la loi de 2016 et puis peut-être cette jurisprudence autour de l'affaire de Marina Sabatier en 2009, le décès de cet enfant qui était connu, sa situation était connue mais morcelée et les dispositifs, les services publics n'avaient pas réussi à travailler ensemble. Et puis alors bien sûr qu'il y a eu des progrès, notamment des cellules de recueil de la parole des enfants. Mais vous avez un rapport de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale des affaires sociales de l'année dernière, de septembre 2022, sur des faits qui se sont passés un an avant 2021. C'est le décès d'un bébé, un bébé qui est mort sous les coups de ses parents, un bébé qui avait été hospitalisé une première fois. Il y a eu une décision de protection de l'enfance. Cette décision, elle ne s'appliquera jamais. Les éducateurs qui devaient se déplacer à la maison ne l'ont jamais fait pour des raisons de surcharge et de mesures en attente. Le magistrat ne sera jamais au courant. Un deuxième hôpital, parce que les parents déménageront d'un département à l'autre, un second hôpital sera amené à observer les fractures de cet enfant et ne fera pas le lien avec le premier. Les parents devront être mis en garde à vue, les policiers ne recevront jamais l'ordre du parquet de... Oui. Donc on a... Et l'Inspection générale de la justice et de l'IGAS disent toutes les conditions sont systémiquement là pour réunir, pour que de tels drames puissent se reproduire. Et c'est insupportable pour le défenseur des enfants que je suis. Le cloisonnement de nos politiques publiques, le morcellement, fragmente et au final déresponsabilise. Mais vous l'avez relevé, Éric Delmar, et vous n'êtes pas le premier à l'avoir relevé cette situation. Vous avez lutté, vous luttez au quotidien justement pour on emploie ce terme-là, décloisonner justement cette situation systémique. Et pourtant, rien ne se fait, rien n'avance. Rien ne se fait, je pense alors beaucoup de choses se font, beaucoup d'acteurs sont éminemment engagés, mais dans leur institution. Vous avez l'éducation nationale, vous avez le département avec la protection de l'enfance, vous avez les ARS avec d'une côté le médico-social, le handicap, vous avez l'hospitalisation, vous avez la protection judiciaire de la jeunesse qui s'occupe des enfants en conflit avec la loi. Mais quand il s'agit de réunir tout le monde, eh bien vous avez c'est laissé à la bonne volonté des acteurs. Et vous avez les grandes institutions qui n'ont vraiment pas la culture de la coopération. J'aime beaucoup ce que dit François Tadei, qui est chercheur en éducation et en génétique. Il dit si nous sommes là aujourd'hui, si vous et moi sommes là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont collaboré, ont été dans des phénomènes de solidarité. Et il explique aux enfants que Darwin c'est bien, mais c'est pas forcément les meilleurs qui ont survécu. C'est la solidarité, la coopération. Et comment aujourd'hui, contrairement à d'autres sociétés, nous ne travaillons pas et nous n'apprenons pas suffisamment à nos enfants à coopérer ensemble. Et nos institutions sont très cloisonnées, très verticales. Vous venez d'évoquer le cas de la petite Marina. Vous disiez que justement, précisément, puisque vous êtes un ancien éducateur avant d'être défenseur des droits, précisément, il y a eu un problème entre les éducateurs parce que justement, un manque cruel d'éducateurs, aussi mal reconnus, mal rémunérés. Et c'est aussi cette situation qui engendre des situations si graves. Vous avez tout à fait raison. Je dis souvent que si on considérait mieux les enfants, dans notre société, on considérerait mieux ceux qui s'en occupent. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, des siècles et des décennies, c'était les femmes qui s'occupaient des enfants. Et lorsqu'effectivement les femmes ont enfin eu le droit, au nom de l'égalité, d'aller travailler, de s'émanciper, eh bien il a fallu trouver des modes de garde. Et la société reste encore, on le voit bien, vous avez vu, 200 000 places promises de crèches jusqu'à 2030. Mais comment on va les mettre en œuvre ? Comment c'est pensé ? Comment là encore, ça va s'organiser entre les mairies, les départements ? On voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que nos enfants soient considérés comme des sujets de droit. Oui, et puis ça coûte de l'argent et les familles n'ont pas forcément les moyens. On va parler évidemment de toutes ces violences vis-à-vis des enfants. Tous les jours en France, les enfants donc, sont victimes de ces violences-là. On recevait la semaine dernière le beau-père de la jeune Lindsay, cette jeune fille qui a été harcelée pendant des mois à son collège et qui a mis fin à ses jours. On peut aussi évoquer le cas de Shayna, brûlée vive à 15 ans par son petit ami. Encore il y a quelques mois, Lucas, 13 ans, qui mettait fin à ses jours à cause à nouveau du harcèlement à l'école. On vit dans une société, et notamment à l'école en particulier, qui est de plus en plus violente. Encore une fois, quand vous interrogez les professeurs de sociologie et de sciences humaines, la société n'est pas plus dangereuse qu'hier. On en parle davantage.
il y a un changement de paradigme total qu'on ne veut pas voir, et je crois c'est la question des écrans et du numérique. C'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, découvrent, les préados vont découvrir leur puberté, leur sexualité et les réseaux, sans avoir été sensibilisés, préparés. Likez-moi, dites-moi que j'existe. Donc forcément, les enfants les plus vulnérables sont sous l'emprise. L'irruption et l'omniprésence du numérique est venue complètement déséquilibrer et remettre en cause l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On donne des portables à nos enfants, je dirais qu'ils trimballent leur vie privée sur eux. Les enfants s'en servent comme quelque chose d'éminemment intime, le prolongement d'eux-mêmes. Quand on essaie de retirer un portable à un enfant, on voit ce que c'est. Et on ne leur a pas expliqué qu'il est technologiquement public. Et c'est fondamental. Et là, demain arrive, dès aujourd'hui, mais vont se démocratiser la réalité virtuelle. Vous mettez un casque à des enfants de 4 ans, 5 ans. Je renvoie à ce que Renaud Etier et son collègue ont expérimenté des réalités, des casques virtuels avec Stéphane Bloco, où vous mettez une réalité à des enfants de 5 ans avec un masque. Tout est en 3D. Je peux vous assurer que quand ils retirent leur masque, ils sont incapables de faire la différence. Donc on a un changement de paradigme. C'est pas une crise. C'est comme le climat. C'est pas une crise. On sait que c'est un changement de paradigme et qu'on retrouvera pas la situation d'avant. Et ça, c'est fondamental. Il faut absolument protéger nos enfants. Je dis souvent. Je crois qu'il y a aussi à penser des parcours de parentalité. C'est-à-dire que, par exemple, nos enfants, aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup, à juste titre. Les parents les emmènent jusqu'au pied de l'école. Lorsque votre enfant a 9 ans, 10 ans, dans le quartier, qui vous demande « Tiens, je suis assez grand pour aller chercher le pain ». En bas, à la boulangerie, vous envoyez votre enfant chercher le pain et vous lui dites « Fais attention à qui tu parles, accessoirement, fais attention à combien on te rend la monnaie ». Mais quand il rentre, il a accès. C'est tout open, il a accès à sa toute tablette, forme de violence, vous voulez dire. À sa tablette, voilà. C'est-à-dire que au fond, il faut absolument, puis je crois que dans l'inquiétude de notre société, donner des portables à nos enfants, ok, d'accord, mais pas besoin de donner Internet, quoi. Si on veut se rassurer soi-même, eh bien, il ne s'agit pas de donner une arme. Internet, c'est comme si vous aviez mis des enfants qui n'ont pas le permis, dans une voiture de sport, sur une autoroute, sauf qu'ils ont accès aux pédales, au volant. Et ils ont pas de code de la route. Et ça, il faut absolument faire attention à cela. Alors, le numérique peut évidemment être formidable quand il s'agit justement d'apprentissage ou d'applications qui permettent justement d'apprendre des choses de manière générale et puis sur le plan ludique aussi. Mais c'est vrai que comment faire pour que les parents soient ultra vigilants par rapport à ça? C'est aussi votre rôle en tant que défenseur des enfants d'avoir accès aux parents et de les alerter? C'est mon rôle avec la défenseur de droit de rappeler à nos parlementaires comment il faut prendre en compte, protéger nos enfants et les sensibiliser. Il faut absolument une culture et une éducation au numérique. Je crois que il est temps de mettre ça, de l'inscrire dans la loi, dans les programmes scolaires. C'est une recommandation que nous avons fait avec la défenseur dans le cadre de notre rapport sur le droit à la vie privée l'année dernière. Il faut soutenir les parents. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de parcours de parentalité. Aujourd'hui, les parents, en 30 ans, à 40 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont vécu 3 fois, 4 fois, 5 fois la vie de leurs arrière-grands-parents. Leurs arrière-grands-parents qui vivaient dans le même village, qui se rencontraient dans le même village. Aujourd'hui, à 40 ans, on a fait 1, 2, 3 métiers, on s'est parfois séparés, on a voyagé. Aujourd'hui, les enfants, grâce à Internet ou du fait d'Internet, vont avoir des questionnements autour du savoir. C'est-à-dire que le savoir qui descendant des adultes et qui n'était pas remis en cause au nom de l'autorité, aujourd'hui, les enfants questionnent. Mais c'est plutôt pas mal, ça. C'est une très bonne chose, mais ça peut déboussoler, ça peut désorienter des parents, noyés dans la multitude. Les parents qui reçoivent accessoirement eux-mêmes dans leur boîte 100 mails par jour. Donc c'est vraiment important que l'éducation, que les institutions viennent soutenir les parents, qu'on réouvre les écoles pour que les parents aient accès, qu'on ait des foyers où qu'on puisse accueillir les parents. La crise sanitaire, elle a sidéré tout le monde, mais pendant 2 ans, plein de parents n'avaient même pas le droit de rentrer dans les écoles maternelles. Donc forcément, des suspicions de chaque côté. Donc il faut absolument
remettre les parents et les enseignants comme co-éducateurs de nos enfants. Alors évidemment, je l'entends et je pense que tout le monde partage votre avis, mais quand on prend le cas de l'INSEE, puisque c'est évidemment le cas dont on a parlé très récemment ici et chez nos collègues, bien entendu, et qui nous a beaucoup marqué tous ici en France, le cas de l'INSEE, le beau-père nous disait, on a alerté tout le monde, à la fois l'établissement, à la fois la police, à la fois l'académie. Tout le monde était au courant de la situation que vivait l'INSEE, qui était harcelée à l'école et qui savait qu'elle allait se faire tabasser. C'est insupportable parce que nous recevons, nous, des dizaines de réclamations sur des enfants victimes de harcèlement à l'école. Et à chaque fois, bien entendu, vous n'ignorez pas que nous n'intervenons, nous, que lorsque les difficultés sont là. Hein. Quand c'est réglé, on ne fait pas appel aux défenseurs des droits. Mais à chaque fois, il y a un manque de diligence. De réaction. Les réclamations sont faites par qui, excusez-moi? En matière de harcèlement scolaire, c'est toujours les parents, principalement les mamans, mais les parents. Mais ça veut dire on en est arrivé au dernier point, dernier stade, voilà. C'est dramatique et donc on vient vous... Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre au fond que l'enfant n'a pas été pris en compte, sa parole n'a pas été écoutée, à tel point qu'il regrette même d'avoir pris la parole, parce que depuis, toute sa situation est connue et les harceleurs continuent puisqu'il n'y a pas de réaction. D'ailleurs, on observe tous que c'est toujours les enfants victimes qui sont amenés à quitter, à changer d'établissement. Évidemment, ce n'est pas le harceleur qui parle. Mais ça, le constat, il a été fait depuis plusieurs années. Oui, alors c'est là, c'est là où, à mon avis, il y a une vraie réflexion à avoir autour de l'organisation de l'école. Dans sa manière d'inclure. Par exemple, un enfant, je vois un enseignant qui dit à un enfant un préado de 14 ans, mais pourquoi tu n'as pas parlé avant? Alors que tu es sensibilisé maintenant dans le programme phare. Voilà. C'est le principe du harcèlement. Hein. Un enfant n'ose pas parler. Eh bien, vous savez ce que cet enfant me dit? Mais parce que j'étais sensibilisé depuis 6 mois. Mais pendant ce temps-là, j'étais sensibilisé dans les toilettes, dans les couloirs, sous les escaliers, zone de non-droit où personne ne va, où les adultes ne vont pas et ne sont pas. Donc, je crois que... alors, il y a énormément de choses très importantes qui se font. J'ai vu des programmes, j'ai vu un jeu qui s'appelle le jeu des mousquetaires, qui est un pour tous, tous pour un, où des enfants sont mis dans des situations inconfortables physiquement. Ils sont adossés contre un mur, ils font la chaise, ils sont en équilibre, et 2 autres enfants, enfin un enfant de leur équipe doit réaliser un parcours. Mais il doit à tout moment venir remplacer celui qui est à la peine. Donc il y a des programmes comme ça. Vous avez des débuts de justice restaurative, mais ça coûte cher. Ce sont des gens formés qui vont mettre tout de suite en lien, tout de suite. Sauf que ça commence pas en 6e. Oui, il faut que ça commence en CM1, en CM2. L'établissement de l'INSEE, par exemple, avait déjà expérimenté le programme phare depuis un an. Oui, mais je vous dis, moi, que le programme phare... je visite énormément de collèges et il y a énormément d'enseignants qui sont investis. Mais je rencontre des collèges où il y a 700 élèves, il y a 1 à 2 professionnels. Il y a donc, 1 à 2 professionnels. Un manque de formation, alors? Mais il y a un manque alors, c'est le début, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas uniquement sensibiliser les enfants au programme phare si l'école ne transpire pas culturellement cela. C'est-à-dire qu'on soit dans les endroits où les enfants vivent et les enseignants n'ont pas les moyens d'être à tous ces endroits-là. Si on prend les violences sur le thème un peu plus large, on sort de l'école pour arriver, mais finalement c'est très lié, dans les violences familiales. Les violences, quand un enfant est violent, souvent c'est par mimétisme quelque part. On parle de plus en plus de femmes victimes de violences. Alors, encore une fois, hein, c'était déjà le cas bien avant, évidemment, mais on en parle davantage de violences conjugales. Et les enfants qui sont eux-mêmes finalement les victimes de ces violences conjugales. La loi a récemment reconnu l'enfant témoin comme enfant victime à part entière. Oui. Qu'est-ce que cette loi va permettre pour l'enfant? Bien, alors, d'un point de vue juridique, elle peut autoriser, bien entendu, l'enfant à être partie civile, et c'est une circonstance aggravante pour voilà. Ce qui est important, c'est fondamentalement encore de voir comment, là encore, on va mettre en œuvre ça. Puisque, par exemple, je vais prendre un exemple, je suis régulièrement saisi du fait que des mamans soient mis en cause pour non-représentation d'enfants, parce que leur enfant leur a dit que, de retour de chez l'ex-conjoint, souvent le père, eh bien, il était victime de maltraitance. Et bien là, normalement, dans le cadre des décrets que vous venez de citer, maintenant, le procureur doit diligenter une enquête avant d'accuser la maman de non-représentation d'enfants. Sauf qu'en fait, il n'y a pas les moyens. Sauf que, si vous voulez, on peut aujourd'hui, et il faut le faire, débattre sur suspendre l'autorité parentale, bien entendu, pour les parents reconnus devant un juge coupable, devant un tribunal, mais aussi, il y a tout un enjeu, il y a toute une navette parlementaire en ce moment sur faut-il suspendre l'autorité parentale pendant l'enquête. Je crois qu'il y a un certain nombre d'enjeux autour de la présomption de liberté, mais moi je dis qu'il faut absolument pas, que tout enfant qui dénonce avoir été victime d'abus doit être protégé, mais fondamentalement,
derrière, c'est comment on va donner les moyens aux policiers, aux enquêteurs, aux éducateurs d'être présents. Et c'est ça qui est fondamental. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, vous avez publié un rapport annuel consacré justement aux droits de l'enfant, en vous intéressant plus particulièrement au droit à la vie privée de l'enfant. C'était quoi l'objet de départ et en quoi cela consiste aujourd'hui? Car c'est compliqué effectivement de savoir où est la limite entre faire confiance à son enfant et en même temps de le protéger. C'est vrai. C'est-à-dire que si pour vous et moi, avoir une vie privée, c'est pouvoir être caché, préservé du regard d'autrui, eh bien les enfants c'est totalement différent, puisque du fait de leur naissance, de leur vulnérabilité, dès la naissance, eh bien il y a le regard des adultes. Et puis quand l'enfant grandit, quand il arrive de la maternité, souvent il va dormir avec ses parents, ou parfois il va avoir sa chambre à lui-même, avec la lumière allumée, la porte ouverte, et puis l'enfant va grandir, il va à un moment donné vouloir éteindre la lumière, il fermer la porte. Alors, bien sûr, certains parents vont être un peu inquiets, mais ce qui est important, c'est que quand l'enfant va devenir préadolescent, il va devoir se mettre d'accord avec ses parents pour dire qui j'ai le droit de faire venir dans ma chambre, à quelle heure et pourquoi faire. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord et que les parents ont décidé, eh bien tout ce qui est du côté de la porte fermée est du côté de l'imaginaire. Et donc si vous faites des intrusions, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de vie privée. On ne découvre pas sa vie privée à 18 ans déjà, mais il n'y a pas de vie privée sans respect de l'intimité, de la pudeur, ça veut dire du corps de l'enfant et de son imaginaire. Mais les travaux d'Édouard Durand et Nathalie Mathieu de la Civise ont bien montré que les violences sexuelles sont d'abord dans la chambre et dans la salle de bain. C'est-à-dire là où fondamentalement il faut préserver le corps de l'enfant. Et bien entendu maintenant, en plus, quand les enfants arrivent à l'école, dans les toilettes, j'en parlais tout à l'heure, ils prennent le risque en plus d'être filmés maintenant. C'est-à-dire que le numérique est venu exacerber les défauts et montrer les défauts de carence de notre dispositif de protection de nos enfants. Donc il y a ces violences-là à la maison et le numérique qui est venu. Donc c'est cette raison. C'est-à-dire, encore une fois, dire aux adultes que nous ne découvrons pas notre vie privée à 18 ans et que les enfants, protéger les enfants, c'est pas les priver de liberté. Donc c'est un équilibre permanent d'échanger, de négocier avec ces... Voilà. Mais on ne peut pas, par rapport au sujet de tout à l'heure, on ne peut pas dire à un enfant, bon, je dois te protéger parce que je suis ton père, je suis ta mère, nous sommes tes parents et nous avons un devoir, c'est bien de rappeler la règle, et en même temps, à 6 ans, lui donner un portable avec un accès Internet, vous voyez, puisque aujourd'hui... Donc ces injonctions paradoxales-là, elles sont pour les enfants, c'est la meilleure façon de leur montrer l'inverse de ce qu'on leur dit. En tout cas, respecter l'enfant, ses droits, sa propre intimité, c'est ce que tente de faire l'école avec les 3 séances obligatoires d'éducation à la sexualité. Ça suffit 3 séances? C'est ma dernière question. Bien non. La loi d'avril 2021 sur protéger le corps des enfants, on ne touche pas au corps des enfants sur les violences sexuelles. Personne n'a parlé de la formation des enfants. C'est-à-dire bien sûr il fallait attirer l'attention de nos concitoyens, on ne touche pas au corps des enfants de moins de 15 ans, et le continuum de peine qui devait être augmenté pour dire aux agresseurs c'est formellement interdit. Mais déjà, il y a aussi l'action de la formation des professionnels. Je rappelle qu'entre 2018 et 2021, on est à trois contextes législatifs différents. Entre 2018 et 2021, c'est ce qu'on a appelé la loi dite Chiappa, c'est-à-dire que pour interroger le consentement, on interrogeait pour un enfant de 15 ans si les faits s'étaient produits sous la menace, sous la violence, sous la surprise et sous la contrainte. Maintenant, on n'a plus le droit de faire depuis 2021. La question que je pose, c'est est-ce que tous les adultes sont formés pour ne plus poser cette question de mais étais-tu consentant ? Et les faits montrent qu'il y a des progrès, mais pas partout sur le territoire et de la même façon. Et puis, personne n'est allé dire mais si on sensibilisait nos enfants, peut-être qu'ils seraient, en grandissant, plus en mesure de se défendre. C'est-à-dire que n'attendons pas que les enfants soient victimes ou qu'ils passent à l'acte pour enfin se sentir obligés de les écouter. On a un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui montre qu'à peine 15% des enfants ont été sensibilisés à la loi que vous avez rappelée depuis 2001. Alors bien sûr, ça a inquiété tout le monde. Sensibiliser les enfants à l'éducation à la sexualité, oh là là, on va penser qu'ils vont anticiper leur relation sexuelle, l'apprentissage. Mais non, c'était dire... On apprend aux enfants à parler de leurs émotions, à protéger leur corps et à dire non au consentement. Mais on ne peut pas avoir uniquement une formation des enfants à l'école biologique où on leur apprend la reproduction et dès qu'ils sortent, avoir accès à l'Internet. Voilà, à parler de consentement, oui. Merci beaucoup en tout cas, Éric Denmar, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes défenseur des enfants et vous travaillez bien sûr avec Claire Hédon, défenseur des droits. Merci beaucoup d'avoir été sur le Grand JT de l'Éducation. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éloi Relange. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération française des échecs. Alors, comment est née Classe Échecs? Classe Échecs, c'est un projet pour les enfants. C'est-à-dire que les échecs ont énormément de vertus quand ils sont appris dès le plus jeune âge aux enfants. Ça leur permet de développer plein de qualités, la concentration, les valeurs du sport, la planification, des aptitudes pour les mathématiques et pour le métier du futur. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, nous, Fédération française des échecs, nous sommes en convention avec l'Éducation nationale depuis 2007. Et Classe Échecs, c'est la concrétisation très très pratique de cette convention avec l'Éducation nationale. Ça consiste à équiper les écoles avec des échiquiers et proposer à tous les enseignants qui le souhaitent des formations clés en main pour initier les plus petits sans même avoir besoin de connaître les règles du jeu. Oui, vous rappelez à quel point effectivement c'est positif pour l'apprentissage effectivement de jouer aux échecs. Est-ce que c'est une passion qui est née dès l'enfance pour vous? Oui, j'ai commencé les échecs à l'âge de 4 ans, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est un jeu qui se joue très très bien du moment qu'on a un adversaire d'un niveau équivalent en face. C'est un langage à part entière, donc ça permet de se faire des copains aussi. Et les règles sont assez faciles à apprendre. En tout cas pour les enfants, c'est extrêmement facile, parce qu'ils n'ont justement pas besoin de faire des phrases, pas besoin de parler. Ils sont entièrement concentrés sur à quoi ressemble la pièce, comment elle se déplace. Et ensuite, ça arrive très très vite. Donc moi, je ne suis pas d'une famille de joueurs d'échecs, mais néanmoins, mes parents jouaient un petit peu. Et ensuite, il y a le développement d'un parcours de joueur, parce qu'on gagne, on aime bien, on va parfait. Et puis après, j'ai continué. C'est étonnant ce que vous dites. C'est plus facile finalement d'être stratège avec des pions que d'être dans l'éloquence, qu'être dans l'aptitude à parler. Oui, parce que y a que 32 pièces et 64 cases. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien, mais comparé au nombre de mots, la grammaire, aux lettres et à créer, même constituer une phrase pour un enfant, c'est pas évident. On le voit chez les petits, ça représente un effort énorme de charge mentale et de concentration pour parler. Alors que quand on est cadré sur un échiquier, justement, on n'a plus cette barrière-là, on n'est plus obligé de faire des phrases, et donc on peut montrer un potentiel. Et c'est très très important justement pour rattraper les derniers de la classe, par exemple. Oui. C'est-à-dire que ça redistribue complètement les cartes quand on met les échecs dans une classe. Ceux qui ne sont pas à l'aise, notamment par la parole, par la fabrique de phrases, par la culture, on va dire générale, aux échecs, ils arrivent à égalité avec tout le monde et ils peuvent tout comprendre aussi bien que les autres, voire mieux que les autres. Et donc ça redistribue et ça rebat les cartes dans les classes. Alors Classe Échecs, on le disait, donc c'est un programme que vous avez lancé dans les écoles primaires. Donc vous avez commencé vous à 4 ans. Est-ce que vous jouez aux échecs Absolument pas, mais par contre mon fils qui a 7 ans s'y est mis il y a très peu de temps et il a compris tout de suite ce que moi je ne comprends pas depuis bientôt 40 ans. Et j'ai trouvé assez incroyable effectivement la prise en main de mon fils de 6 ans et demi sur ce jeu. Les directeurs d'établissement ont tout de suite été séduits par le projet? Ils vous ont dit oui tout de suite? Alors oui, on a fait un appel à candidature qui a été relayé par l'Éducation nationale pour les classes qui souhaitaient s'inscrire au programme, et on a eu en l'espace de quelques mois 2400 professeurs qui se sont signalés comme intéressés par le programme. Ce qui montre quand même une sorte d'attractivité très très forte. Là, on est en train de commencer l'étude de recherche et les professeurs sont satisfaits de l'impact sur l'ensemble de la classe, c'est-à-dire sur l'ambiance de classe, ce qui est un élément très important pour les professeurs, et voient effectivement ces petits trucs qui arrivent chez les enfants, notamment pour l'apprentissage des mathématiques. Alors, l'apprentissage des mathématiques, mais aussi la mémoire. Racontez-moi. Alors, on est obligé de faire des plans. Donc, on met une position d'échec extrêmement simple. C'est un peu comme ça qu'est constitué le programme Classe Échecs. Et on va devoir se rappeler d'une séquence de coups. Donc, ça, c'est une première chose. On va mettre un fou, 4 pions sur l'échiquier, et on va dire aux enfants, trouvez le parcours du fou pour aller manger les 4 pions. Donc combien de coups ça prend? Et donc là, ils trouvent le parcours, et après, faut s'en souvenir. Donc il faut se souvenir de 5 mouvements de suite de fou. Donc ça, c'est une première chose qui fait travailler la mémoire. Ensuite, on essaie de se rappeler, on se rappelle d'ailleurs intuitivement des motifs, des thèmes, d'une sorte d'ambiance générale d'organisation de pièces. Donc ça, c'est les premiers exercices de mémoire. Mais la première chose, c'est le calcul d'un parcours et se rappeler de ce parcours. Alors, c'était une vraie réussite. 1700 classes donc, ont participé. Je crois que vous avez même plus de 3000 candidatures. Et demain aura lieu un tournoi exceptionnel, puisque
400 classes, je crois, vont devoir affronter le champion de France d'échecs. Alors U8, ça veut dire qu'il a moins de 8 ans, qui s'appelle Marc Liari. Une partie qui va se jouer en réseau, c'est ça ? C'est ça. Alors Marc Liari est champion du monde des moins de 8 ans. Donc c'est une pépite française. On est très très fort. Hein. Le haut niveau français est excellent. Chez les jeunes, on est deuxième nation mondiale. On a beaucoup de médailles. On a des très bons entraîneurs. Donc Marc Liari va se prêter à l'exercice de jouer une partie majoritaire. Partie majoritaire, ça veut dire que dans toutes les classes de France, eh bien, la classe va voter pour son coup favori. Donc, au sein de la classe, il y a un premier vote, puisqu'ils vont noter sur les ardoises. Chaque enfant va dire moi, je veux mettre le cavalier en C5, il y a un système de coordonnées. Un autre enfant va dire je vais mettre mon pion en E4. Le coup le plus proposé dans la classe est le coup de la classe. Et le coup le plus proposé par l'ensemble des classes de France, c'est celui qui est joué contre Marc Liari. Mais excusez-moi, mais il y a une minuterie parce que parce que si jamais chacun, c'est ça. Tout le monde doit se mettre d'accord, c'est un peu compliqué. Alors, chaque coup, il y a 2 minutes pour la classe pour jouer un coup. De ce qui a été testé, c'est à peu près 1 minute 30 à 2 minutes pour une classe débutante pour décider de son coup. Ensuite, Marc Liari répond. Bon, normalement, Marc Liari devrait jouer un petit peu plus vite que 2 minutes. Et voilà, toutes les 2 minutes, les enfants sont amenés à jouer un coup. Et ils vont être aidés par Laurie Delorme, qui est maître international d'échecs et entraîneur, qui va leur donner des petits conseils. Parce que pour l'instant, les enfants ont juste été initiés. Donc, un début de partie avec toutes les pièces peut se retrouver très vite perdu. Donc, elle va leur dire, voilà, c'est les premiers coups de la partie, donc pensez à sortir vos cavaliers. Pensez à protéger votre roi, pensez à mettre vos pièces vers le milieu de l'échiquier, parce que comme ça, après, elles peuvent aller partout. Donc à chaque séquence de 2 minutes, il y aura un petit conseil de 10 secondes pour aiguiller les enfants et qu'ils puissent se concentrer sur, on va essayer de mettre en application un conseil qu'on vient de nous donner. Et ensuite, voilà, ils vont tous jouer un coup, et puis après, en principe, Marc Liari est favori. En principe, on ne sait pas. On ne sait pas. En principe. Parce que l'intelligence collective peut toujours nous surprendre. En tout cas, on peut être chauvin une seconde, il est français, donc chapeau. Mais est-ce qu'il y a encore des places, on peut s'inscrire ? Oui. On peut aller sur ledéfi.fféchec.app. Donc le-défi.fféchec.app et c'est encore accessible. Alors après, c'est vrai que si les enfants ne savent pas jouer, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous avez déjà fait l'échec en classe, ça peut encore, il est encore temps de venir participer. Il peut y avoir plusieurs classes par école. Et donc pour l'instant, il y a 400 classes qui sont inscrites. Merci beaucoup, Édouard Rolland, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on va pouvoir essayer de s'initier aux échecs. Nous aussi, sur School, on devrait faire des petits tournois ici. Surtout avec vous, si vous ne jouez pas, moi ça m'arrange de commencer avec vous. On jouera aux dames à la place. Exactement. C'est plus simple. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française d'échecs. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Et bravo pour ce tournoi qui donc a lieu demain avec champion du monde, Marc Liari. Tout de suite, c'est à vous, Loïc, avec votre chronique. Et je crois qu'on va parler format aujourd'hui. Aujourd'hui, cher Loïc, vous vouliez répondre à une question qu'on s'est tous posée. Forcément, d'où viennent plutôt les dimensions 21, 29, 7 du fameux format A4? Et oui, effectivement, c'est le format le plus utilisé à l'école. Forcément, nos copies doubles ou même nos copies simples sont en 21 par 29,7. Mais effectivement, pourquoi 21 par 29,7 et pas 29,4 ou 36,8 ou 42, 26 592 000? Ça, c'est une question intéressante. J'ai cru que vous alliez me faire tous les numéros. J'avais très peur de ce début de chronique. Donc, on va repartir au XVe siècle à la rencontre de Léonard de Vinci. L'immense Léonard de Vinci, qui est un polymathe. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, un polymathe? Non, c'est quelqu'un... Plusieurs sciences. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui est aguerri dans plusieurs sciences. Et Léonard de Vinci, il était peintre, architecte, urbaniste, mathématicien, anatomiste, il faisait plein de choses. D'accord. Et c'est lui qui a inventé le format A4? Pas exactement, mais c'est le premier à s'être posé la question de l'esthétique des formats de papier. Et ça, c'est intéressant. Et c'est grâce notamment à l'homme de Vitruve. Vous savez, cet homme avec quatre bras, 4 pieds. Vous voyez, en fait, c'est une illustration qui donne la dimension de l'harmonie idéale du corps humain selon les principes du nombre d'or. Alors, le nombre d'or, c'est une proportion géométrique qui est considérée comme géométriquement agréable et esthétiquement agréable également, qui a beaucoup inspiré de Vinci dans ses travaux. Et donc, ce sont ces écrits à ce fameux Léonard, ces réflexions sur l'esthétique des proportions, qui ont servi de base pour créer en fait des formats papier cohérents et harmonieux. Parce qu'au début, c'était un peu n'importe quoi. Exactement. En fait, quand l'imprimerie est arrivée, a été créée donc par notre ami Gutenberg en 1450. En fait, chaque atelier a son propre format de papier. Ça se déploie dans toute l'Europe. Et en fait, chacun fait un peu comme il peut. Et du coup, c'est très inégal. D'ailleurs, ça a rendu la diffusion des premiers ouvrages imprimés très, très difficile.
difficile. Et c'est justement pour permettre une meilleure production et une meilleure diffusion des livres un petit peu partout que le besoin d'un format standard de papier s'est fait sentir. Il y avait aussi des dimensions qui pouvaient permettre de plier les papiers plus facilement, que ça puisse se tenir sur un bureau, parce qu'à l'époque il y avait de très très longs papiers, donc ça a encombré un petit peu. Donc il y avait tout ça qui était ensemble. Et Léonard de Vinci, donc, qui est né en 1452, donc 2 ans après l'imprimerie. Donc lui, il a connu l'avènement du papier et de l'imprimerie, il a commencé à y réfléchir. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus tard, 1786, qu'un physicien allemand nommé Georg Christoph Lichtenberg, qui suggère, alors là écoutez bien parce que c'est un peu mathématique, qui suggère que la diagonale d'une feuille de papier devrait faire racine carrée de 2. D'accord. Ma feuille de papier, la diagonale doit faire racine carrée de 2, c'est-à-dire 1,414. Et c'est comme ça que le format A4 est né? Voilà, en fait, si vous divisez 29,7 par 21, ça fait 1,414. Mais le format A4, vraiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est pas encore ça, parce que c'est pas aussi facile que ça de faire adopter une règle et d'harmoniser des papiers à une époque où c'est déjà un petit peu compliqué de se parler, on s'envoie des missives par coursier, par cheval, donc c'est, voilà, il faut attendre un petit peu. Et il faut attendre notamment le directoire. Directoire, période de 1792 à 1804, un mathématicien, physicien et homme politique du nom de Lazare Carnot décide que ce format, donc racine carrée de 2, deviendra désormais celui des documents officiels, des courriers et des formulaires administratifs. Sauf qu'on est à une époque où l'État a besoin d'argent. On sort de la Révolution française. Comme tout le temps. C'est pas faux. Je crois qu'il y a une constante dans l'histoire de France. C'est ça. C'est qu'on a besoin de pognon. Effectivement. En particulier à ce moment-là, donc. Exactement. Et donc, en fait, à cette époque-là, l'utilisation des feuilles standardisées au format racine carrée de 2 est payant. Il faut payer, en fait, un timbre pour pouvoir les utiliser. Donc, autant vous dire que les pauvres gens n'ayant pas forcément assez d'argent pour payer ça, déjà, s'ils pouvaient manger, c'était déjà pas mal. C'est que le gouvernement qui utilise donc ce type de papier. Et donc, ça ne permet pas non plus l'uniformisation dans tout le pays. Il a donc fallu attendre plus d'un siècle, c'est ça? 1922? Oui, 1922, c'est l'année où a été créée la norme internationale ISO 216. Et c'est là que le format A4, basé donc sur les proportions de Lichtenberg, a été définitivement adopté. D'accord, alors ça c'est bon pour les dimensions. On est bon, pourquoi ça s'appelle A4? Alors, pour bien comprendre, il faut déjà voir à quoi ressemble un A0, qui est aussi adopté en 1922. Un A0, c'est une feuille qui mesure 118,9 par 84,1 cm, soit l'équivalent d'un mètre carré. Quand on la plie une fois, ça fait A1. La feuille fait 59,4 cm par 84,1 cm. On la plie 2 fois, ça devient un A2, magnifique, ça fait 42 cm par 59,4. Tu l'applies 3 fois, ça devient un A3, et donc si tu l'applies 4 fois, ça devient un A4. magnifique. Donc ça fait 21 par 29,7. Et là, en fait, où De Vinci et Lichtenberg sont très forts, c'est qu'en fait, peu importe le nombre de fois où on plie une feuille A4, donc ou A0 en tout cas, eh bien ce sera toujours la même proportion. Même si on arrive sur le plus petit des plus petits, eh bien ça fera toujours racine carrée de 2, donc 1,414. C'est quand même juste assez incroyable. Donc c'est une propriété qui a été choisie parce qu'elle est à la fois élégante c'est vrai que c'est assez harmonieux de voir ça, et en fait c'est aussi surtout pour qu'on puisse imprimer de façon à ne pas recadrer ce qu'on a. C'est-à-dire que peu importe le format qu'on choisit, de A0 à A26, si on arrive à plier 26 fois, eh bien la proportion de l'image qu'on veut imprimer sera toujours la même. Et c'est pour ça que ça a été choisi le 21 par 29,7. Voilà. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est basé sur l'œuvre de l'homme de Vitruve, en fait. Voilà, en tout cas, il a beaucoup inspiré Lichtenberg, oui. Merci beaucoup, Loïc Landreau. Merci mille fois. Comme chaque lundi, eh bien, on découvre le nouvel invité de Malika Ménard, dans Souvenirs d'écolier. Regardez qui c'est. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Zoé la modeuse. Mais en fait, Marion. Bonjour Marion. Oui, bonjour. C'est mon nom de scène, Zoé la modeuse, mais mon vrai prénom, c'est Marion. Ton nom sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Alors, tu t'es fait connaître donc sur les réseaux, plus particulièrement sur Instagram. Ouais. Tu as plus de 160 000 abonnés aujourd'hui. Et oui, c'est bon an, mal an. Je fais mon petit chemin, ouais. Et il y a 3 thèmes bien à toi, c'est l'humour, la mode et le fitness. C'est ça.
C'est ça. La combinaison de tout ce que tu aimes, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est la palette qui me constitue quand même pas mal. Et il y a aussi très en avant le fait que tu es maman. Oui. Maman depuis 15 ans maintenant. ça passe. Tes projets, c'est quoi? Peut-être de monter sur scène un jour? J'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est un sacré step que de basculer, mais c'est vrai que j'aimerais bien sortir de mon téléphone et tenter une petite scène peut-être au départ, mais c'est vrai que le spectacle... Tu l'as déjà fait? Non, mais je suis en train d'écrire. Mais voilà, je veux pas arriver comme ça sans rien, je veux quand même un projet plutôt bien ficelé, mais c'est vrai que la scène, ça me plairait bien. Dans combien de temps tu te projettes de monter sur scène? Je me fixe un an là, je me dis 2024. 2024. Ouais. Donc là, tu es en train de plancher. C'est ça. C'est un one-woman show, en fait. Un petit. Un petit one-woman show. C'est ça. Mais j'ai des envies de YouTube aussi, de mini-séries. J'ai plein de petites idées en tête. Parce que tu te mets déjà en scène, en fait, sur Instagram. C'est ça. Mais c'est vrai qu'après, ça reste une diffusion qu'Instagram. Et c'est vrai que j'ai envie de m'étendre un peu. Si tu le veux bien, on va faire un petit retour en arrière. On va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi à Martigues. Alors dans le sud, on dit Martigues. Martigues, ok. Voilà, il faut mettre l'accent. Et donc c'est une petite ville au bord de l'eau, posée sur l'eau, pas très loin de Marseille. Voilà, pas trop loin de Marseille. Et j'ai grandi là-bas. Ouais, je suis partie à l'âge de 15 ans. Ton enfance là-bas, c'était comment? Oh, c'était super, c'était très joyeux, facile. Ma mère instite, j'avais mes deux parents, même séparés, mais qui étaient dans la même ville, et une enfance plutôt gaie et légère. Ouais. Des frères et sœurs? Alors 2 demi-frères et une demi-sœur, mais alors 2 demi-frères du côté de mon père et une demi-sœur du côté de ma mère. Et le fait d'avoir une maman instite, est-ce que ça met la pression pour bien réussir à l'école? De toute façon, elle ne me laissait pas le choix, hein, donc oui, elle était ultra exigeante. Ma mère, elle était du style mère hyper cool, mais alors l'école, c'était ultra important. Et elle déchirait mes brouillons s'ils n'étaient pas propres. Et donc, j'arrêtais pas de lui dire, maman, c'est un brouillon. Et maintenant, il fallait que le brouillon il soit bien présenté. Donc, mais c'est plus un brouillon, mais c'était un enfer. Mais du coup, ça m'a bien aidée finalement. J'ai gardé. C'est de la rigueur, en fait. Ouais. C'est un haut niveau d'exigence, finalement. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'avec ma mère, je rentrais avec un 18, elle me disait, pourquoi t'as pas eu 20, quoi, hein. Donc, oui. Non, c'était... Donc, t'étais très, très bonne élève. Plutôt. Ouais, mais bon, parce que c'était le deal en fait. Plus je ramenais de bonnes notes, plus elle était super cool pour le reste. Donc, c'était quoi le reste qui t'a mis les copines qui venaient à la maison, les sorties à droite à gauche, les petits cadeaux, les fringues, voilà. J'étais gâtée. Une scolarité où t'es bonne élève, t'es une élève disciplinée? Je bavarde, je suis plutôt rebelle. J'aime pas trop l'autorité, mais par contre, je suis très attachée aux bonnes notes. Ouais. J'essaie quand même d'être dans le tiercé gagnant de la classe, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Zoé la modeuse. À demain. Merci Malika. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Molière, le dramaturge le plus connu, tous les élèves en ont étudié au moins un texte et ça fait des générations. Or, on sait très peu de choses sur lui. Oui, c'est vrai que sa biographie est pleine de trous, mais comme Shakespeare aussi. Alors, il y a toujours cette chose-là chez les biographes, à la fois de révéler la vérité, toute la vérité, parce qu'on a peur de le trahir, et qu'il y a toujours un élan d'amour à s'emparer de ce destin-là, à le raconter. Donc, ça lutte toujours entre les faits, la vérité, rien que la vérité, et malgré tout la tentation du roman. C'est ce que j'essaye de raconter dans ce spectacle. Je ne peux pas faire un spectacle savant, ça n'aurait aucun intérêt. En revanche, ce que je peux faire, c'est m'approcher de Molière comme je m'approche d'un personnage de fiction, c'est-à-dire voir en quoi, dans sa vie, dans les événements qu'il a vécus, dans son écriture, il y a des choses qui résonnent en moi. On en regarde un extrait pour se mettre dans l'ambiance. Ce que tu fais, toi, Jean-Baptiste, de toutes tes douleurs, des comédies sur la scène, tu les éreintes, tu les fatigues, tu es à la fois le taureau et le matador. Axel, vous travaillez à l'année, notamment avec ces plateformes. Elles viennent à chaque fois, à chaque drame, à chaque victime. Il y a des engagements, il y a des chartes qui sont signées. Elles viennent, elles le font, elles ne montrent pas de blanche. Jusqu'à quand on va jouer finalement à ce jeu de marchand de tapis qui marchande des vies d'enfants ?
En fait, le problème, c'est que il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais elles ne sont pas forcément aussi connues des utilisateurs. Et les utilisateurs, sans le savoir, les contournent. Je vais donner un exemple très concret. Nous, on est en contact de parents ou d'enfants qui nous disent très régulièrement, enfin d'enfants, je parle d'adolescents qui devraient même, je parle seulement des adolescents qui ont l'âge pour être sur les réseaux sociaux. Ils ne font pas de paramétrage de leurs outils de réseau social, ils ne savent pas que c'est possible et ils ont tendance aussi à s'y inscrire en tant que majeurs. Et leurs parents leur conseillent parfois de s'inscrire en tant que majeurs, pensant ainsi davantage les protéger, notamment de prédateurs sexuels. Ce n'est pas un bon réflexe, parce que les plateformes ont mis en place des paramètres par défaut qui protègent davantage les mineurs, par exemple. Alors, ça ne protège pas totalement du cyberharcèlement, mais déjà, si on a des bonnes pratiques de paramétrage, si on sait que l'on peut filtrer ses commentaires, ça permet aussi de se protéger. Et après, effectivement, il y a un système qui est défaillant de la part des plateformes. Elles ne sont pas en capacité de pouvoir gérer tous les signalements qui sont faits sur les réseaux. Nous, on a plein de jeunes qui sont découragés, qui ne font même plus les démarches de signalement parce qu'ils voient bien que ça n'aboutisse à rien. Et ce qui est parfois très dur aussi, c'est que quand ils vont faire un signalement, ils vont avoir accès à une liste de propositions parce qu'il faut pouvoir qualifier son signalement et on va leur répondre que ce qu'ils sont en train de vivre, que les insultes qu'ils ont reçues ne sont pas légitimes, ne sont pas signalables. Le terme n'est peut-être pas très français, mais... et ça, c'est très, très dur. Donc, on voit bien qu'il y a un système, effectivement, qui n'est pas encore en place. Et très certainement, les moyens humains, les moyens de modération ne sont pas encore au rendez-vous, ça c'est certain. Pourquoi vont-ils forcément adopter, Joseph Pesme, ces ados, le modèle qu'ils ont sous leurs yeux? Comment on construit sa sexualité à cet âge-là, justement? Alors nous, donc, chez We Are Lovers, on intervient auprès des scolaires dans les collèges et les lycées, donc c'est vrai qu'on a l'occasion d'échanger avec beaucoup de mineurs sur ces questions. En fait, à cet âge-là, ils vont tout simplement chercher des références pour pouvoir tout simplement se rassurer. Il y a une certaine anxiété chez les ados, que ce soit du côté des garçons ou des jeunes filles, sur les questions qui touchent à la sexualité. Est-ce que je vais être capable de donner du plaisir? Est-ce que je vais être capable de performer? Est-ce que je vais être capable de répondre à l'attente aussi de mon ou de ma partenaire? Ça crée tout un tas de peurs. Et la pornographie vient jouer un rôle, en fait, à la fois de cause et de conséquence sur ces peurs. C'est-à-dire que donc la peur est à l'initiative du visionnage, mais la peur va également être générée par le visionnage de pornographie. C'est-à-dire que sur le long terme, à mesure qu'on regarde beaucoup de porno, on finit par être un petit peu influencé par ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit des hommes qui sont ultra performants, qui sont capables, par exemple, de maintenir des érections pendant plusieurs heures, de procurer un orgasme à leur partenaire quasiment systématiquement. Les femmes ont toutes des corps qui sont super performants, super beaux, parfois retouchés par de la chirurgie esthétique, etc. Et donc forcément, du côté des adolescents, ils ont une vision de la sexualité qui est principalement axée sur la performance. C'est-à-dire qu'il faut être capable, d'être au top du top et que le plaisir soit systématiquement au rendez-vous, etc. Or, la sexualité, on le sait bien, c'est pas comme dans un film porno, ça se passe pas forcément toujours comme ça. Et forcément, le jour J, le jour où ils vont commencer à avoir des relations sexuelles, ça se passera pas comme dans le porno. Donc il y aura une forme de déception, une forme de pression aussi qu'ils vont pouvoir imposer sur leur partenaire, et puis aussi une pression sur eux-mêmes. Est-ce que je vais être capable, comme dans la vidéo, de donner du plaisir aussi bien que tel ou tel acteur ou actrice? Le Sénat vient d'adouber une mesure prévue dans le projet de loi, notamment de Jean-Noël Barrot, qui est la majorité numérique à 15 ans, qui en réalité n'est qu'une transposition de ce que nous dit déjà le RGPD, règlement européen sur la protection générale des données, depuis 5 ans. C'est le 5e anniversaire de cette pièce de régulation. Le vœu que vous formulez et ce guide pratique qui nous aide à y aller étape par étape, il est vraiment réaliste? Alors, j'espère qu'il est réaliste. Il va falloir qu'il soit réaliste parce qu'on a déjà une ou deux générations qui sont perdues. J'ose le dire, qui sont vraiment perdus en termes de concentration, de capacité de travail, de curiosité et de victimes de harcèlement. Peut-être qu'il faut reprendre très rapidement le mécanisme du cyberharcèlement. Oui. Donc vous avez effectivement, comme le disait Axel, ça part peut-être d'une mauvaise blague, ça part de quelqu'un qui veut faire le fort, etc. Donc il y a une victime. Elle est souvent jugée différente pour
pour une bonne ou une mauvaise raison. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à quelqu'un de différent? Parce que la différence, ils le comprennent très bien, les enfants. Lorsque j'interviens, je leur pose la question, qu'est-ce que nous fait la différence? La différence, elle nous fait peur. Et plutôt que de reconnaître que nous avons peur devant la différence, nous préférons nous moquer de cette personne qui est différente. Donc il y a un groupe qui se constitue, par exemple sur WhatsApp, on va se moquer de l'élève. Une fois que les discussions sont lancées, on invite l'élève en question à venir sur le groupe WhatsApp où on se moque de lui. Alors il n'a pas accès à l'historique, mais il est pris dans le maelstrom et il voit... Voilà, donc là... Et puis, ça va se poursuivre sur d'autres réseaux sociaux. Ça commence dans une classe, ça va s'étendre à toutes les classes et niveaux, ça va s'étendre à tout le collège, à tout le lycée, ça peut s'étendre parfois à tous les établissements scolaires de la ville. La victime va croire qu'elle est cyberharcelée par des centaines, des milliers de personnes. Donc à ce moment-là, elle va se dire, s'il y a autant de personnes qui se moquent de moi, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Elle va culpabiliser. Si elle culpabilise, elle n'ose pas en parler à un adulte, elle ne trouve pas la porte de sortie. Malheureusement, vous l'avez évoqué, et on a une actualité épouvantable récente, parfois ça peut aller jusqu'au suicide. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que la victime, pour s'en sortir, elle va trouver comme porte de sortie de devenir à son tour harceleur. On va trouver une autre victime. Et donc là, il y a un cercle vicieux qui se met en place, harceleur, harcelé, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très très important d'intervenir le plus rapidement possible lorsqu'on détecte un harcèlement, un cyberharcèlement, mais c'est très compliqué à détecter parce que justement, les enfants n'en parlent pas aux adultes. C'est un petit peu un secret dans la classe, etc. Ça soude la classe, etc. Donc il faut être très 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 attentif au moindre signal. Ça peut être un autre parent qui va dire, tiens, j'ai vu passer des choses pas très sympas sur ton enfant, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est malheureusement, encore une fois, le système éducatif, l'éducation, les éducateurs qui sont au plus près, les enseignants, les CPE, les directeurs, etc., qui sont au plus près des enfants, parce qu'ils passent quand même près de 8 heures par jour avec eux, qui peuvent le voir, mais ils sont démunis, il faut bien le dire, ils ont peur de signaler un cas, parce que c'est tout un tas de problèmes, etc., qui retombent, c'est la réputation de l'établissement qui est en jeu. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des enfants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites auprès des enseignants, auprès du personnel éducatif. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, les nazis traquent les juifs qui sont obligés de se cacher et Anne Frank raconte cette vie dans la clandestinité dans son journal. Anne Frank qui se cache avec sa famille dans une maison qu'on visite aujourd'hui à Amsterdam. C'est un des lieux les plus visités de la ville, un incontournable qui affiche quasiment complet tous les jours. Il faut réserver. C'est du vécu. Absolument. C'est du vécu aussi. Je me suis fait avoir même. C'est là donc qu'Anne Frank s'est cachée pendant 2 ans avec 7 autres personnes dont ses parents et sa sœur. Le bâtiment est occupé dès 1939 par le père d'Anne Frank, Otto, qui installe les locaux de son entreprise Opecta, qui produit du gélifiant à la confiture. Une famille qui vit à Amsterdam assez récemment, ça fait 5 ans, ils sont originaires d'Allemagne en fait. Absolument. Le père d'Anne Frank est un ancien officier allemand décoré par la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, et Anne a une enfance heureuse, mais en 1933, lorsqu'Hitler devient chancelier, les choses se gâtent, les Franks sont juifs, il faut donc fuir. Les Pays-Bas sont un choix déjà pour le travail et le business d'Otto Frank, mais la famille pensait également que pour les Juifs, eh bien, ce serait plus sûr. Malheureusement, en mai 40, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, instaure des lois répressives ainsi qu'une ségrégation des Juifs et la famille d'Anne Frank tente de fuir une nouvelle fois en vain. Et c'est là que le père a cette idée. Exactement, de se cacher dans les locaux de son entreprise. La famille laisse l'appartement en désordre, l'appartement dans lequel elle vivait en désordre pour faire croire qu'ils sont partis dans la précipitation. Et le matin du 6 juillet 1942, ils s'installent dans la partie inutilisée des locaux qu'on appelle l'annexe. On y entre en faisant coulisser la bibliothèque située au 2e étage et la famille s'y cache pendant 2 ans. 2 années au cours desquelles Anne Frank écrit quasiment sans discontinuer. Absolument. D'abord, dans ce journal qu'elle reçoit pour son 13e anniversaire, 3 semaines avant de se cacher à l'annexe, elle s'adresse à une amie, Kitty, une amie imaginaire, et lui raconte sa vie quotidienne. C'est finalement le témoignage d'une jeune fille juive aux Pays-Bas à cette époque, puis la vie en clandestinité dans les moments difficiles, ponctuée par des moments de joie quand même. Quel est votre sentiment? Je rappelle les chiffres que donnait Mathilde, 2,3 millions d'enfants en France qui sont exposés à des images pornographiques pendant plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. C'est 600 000 de plus qu'à l'automne 2017. Vous êtes plus inquiète par le volume ou par la croissance, par l'évolution de ces chiffres? Je vais d'abord vous dire que moi, ces chiffres ne m'étonnent absolument pas, puisque vous parlez d'une étude de l'Arcom. Nous, on avait fait une étude à la région Île-de-France dès 2020, et dès 2019, on est en train de se rendre compte, puisque je suis en lien avec de nombreuses associations, notamment de parents d'élèves et des associations en lien avec les enfants, du phénomène d'une explosion et d'un phénomène majeur. Il faut juste savoir que, eh bien, entre 2017 et aujourd'hui, il y
y a eu le phénomène de la crise sanitaire et que cette crise sanitaire, elle a décuplé, elle a fait amplifier ce phénomène puisque pendant le confinement, eh bien, il y a une explosion des contacts et puis de ces visionnages des films. Et c'est vrai que nous, on a mis en place eh bien, un certain nombre de dispositifs, mais on a surtout été appuyé par un think tank vers le haut qui a fait une étude et qui, de la même manière, explique que eh bien, l'âge moyen, la journaliste à côté de vous expliquait que c'était vers 12 ans, et en réalité, l'âge moyen de du premier regard sur les films pornographiques, c'est 10 ans. Donc c'est édifiant. Il y a un problème, une explosion de ce phénomène, décuplé avec les achats de smartphones, et notamment qu'il n'y a plus de contrôle parental, puisque le téléphone portable devient un doudou. Et donc nous, à la région Île-de-France, on a lancé une campagne publicitaire, une campagne de communication et d'information qui est donc le porno, c'est pas la ref, en référence à la référence, pour parler jeunes. Le porno, c'est pas la ref. Voilà pour les apps, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les box Orange. Merci à toute l'équipe, merci à vous Loïc. Avec grand plaisir. Et que vous revenez demain? Alors je reviens mercredi et vendredi. Et jeudi, figurez-vous, je vous donne juste un petit aperçu, je suis en montage pour un petit projet. Une nouvelle émission qui va peut-être arriver très bientôt, en immersion dans des établissements scolaires. Et on vous fera découvrir ça très bientôt. Ah mais très bien, moi je l'apprends à l'antenne, je suis ravie. Formidable, bravo. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Maquillage, Emma Razafindra-Lambeau. Et Agathe Delannoy et Emma Guessel à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.